Radio X. Merci de nous avoir choisi. Éric Duhem est en vacances pour les prochaines semaines. Caroline Proulx avec la complicité de Richard Descaries. On a vu une photo de famille assez étonnante ce matin du côté de la province de Québec, du Québec. Premier ministre Harper, premier ministre Couillard, ministre Lebel qui étaient réunis ensemble pour parler de réinjection de fonds. On parle de quoi? De 5 milliards dans les infrastructures. En fait, c'est une continuité, tout simplement. Il n'y a pas d'annonce spéciale qui est là, mais c'est la photo de famille du la nouvelle entente Québec-Canada. Mais est-ce que on est en pré-campagne électorale chez les conservateurs? Là, il a passé à la Fête nationale au Québec. M. Harper, qui n'est pas très friand du Québec, a fait très peu de sauts au Québec ces dernières années. Est-ce qu'on est en campagne électorale? Il a fait plus de visibilité avec son annonce aujourd'hui qui était sobre que notre ami Trudeau qui a été à Québec serrer des mains en fin de semaine. Il n'y a pas eu beaucoup de succès. Il n'y a pas eu de succès de foule. Alors, je pense que Harper a une façon de faire qui est très payante politiquement. Et moi, je dirais que la campagne électorale a été lancée avec l'annonce de Northern Gateway, justement, parce que c'est un gros... c'est très structurant, c'est très majeur comme annonce et ça va percoler pour l'année à venir jusqu'à l'élection. On en parle avec nous, le chef du Parti conservateur du Québec est en bout de ligne, Adrien Pouliot. Bonjour, Monsieur Pouliot. Bonjour Caroline. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, on est en campagne électorale au fédéral. Est-ce que vous le sentez, vous aussi, Adrien? Oui, je suis allé voir M. Harper hier lors de la Fête nationale et son discours était... assez quand même percutant. On voyait que c'est un discours partisan et préélectoral là, qui il en a profité pour, disons, attaquer un petit peu M. Trudeau puis M. Mulcair. Et aussi, j'ai trouvé ça intéressant quand même de l'entendre parler de pourquoi est-ce qu'il est venu à la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Vous savez qu'il est venu souvent, c'est pas la première fois qu'il vient à la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Puis il vient d'autres fois, c'est sûr, là, mais c'était un bon discours qui avait où il montrait, malgré ce que les médias nous laissent croire, qui nous a montré quand même son attachement au Québec, là. Mais il le fait depuis 2005-2006. Il ouvre toujours ses discours en français en premier. Donc, il y a un respect, lui, de l'histoire, du fait que l'Amérique a commencé en français. Et de ce fait-là, il est très, très, très attaché à cet aspect-là. Sur le reste, au niveau des dossiers comme Northern Gateway, je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Adrien, parce que tu as fait un papier, c'est ce qu'on a lu dans le Devoir. Ouais. Sur cet aspect-là, tu parles d'une décision courageuse. En quoi c'est courageux d'avoir pris cette décision-là? Ben écoute, c'est une décision, tu sais, c'est comme on dit en anglais, c'est can of worms, là, dans le sens où c'est une décision qui est difficile au niveau politique. Fais juste expliquer aux gens, Adrien, de quoi il s'agit, là. Northern Gateway, il s'agit de l'oléoduc. Ouais, c'est ça. Alors, donc, c'est un projet de construire 2 pipelines, un à côté de l'autre, qui part de l'Alberta et qui va en Colombie-Britannique et qui transporte du pétrole lourd. C'est un pipeline qui a à peu près 3 pieds de diamètre, là, et un autre qui est parallèle, qui revient, qui est plus petit et qui transporte du pétrole léger, donc entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. En plus, il y a 2 postes d'accostage pour des pétroliers à Kitimat, 3 réservoirs de stockage de pétrole léger, puis 16 gros réservoirs de stockage de pétrole lourd. C'est quand même un gros projet, là, on parle de plus que 7 milliards de dollars, 1200 kilomètres de pipeline. Alors, c'est une grosse affaire. Et ça fait, croyez-le ou non, ça fait 10 ans que la compagnie Enbridge essaie de faire avancer ce projet-là. Et finalement, le gouvernement a créé une commission d'examen conjoint avec l'Office national de l'énergie et le ministre de l'Environnement du Canada pour étudier ce projet-là. Et donc l'an passé, la commission a sorti son rapport. C'est un travail colossal qu'ils ont fait. Hein, je veux dire, c'est hallucinant. On parle de 180 jours d'audience, quasiment 900 heures, rien qu'à écouter le monde parler dans des audiences. Ils se sont promenés un peu partout, sont allés dans les collectivités, une vingtaine de collectivités. Ils ont rencontré, il y a quasiment 1200 personnes qui ont fait un exposé oral à la commission. 47 groupes d'Autochtones ont participé
participé à l'audience, puis le nombre de pages totales qui ont été versées au dossier de la preuve, là, on parle de 176 000 pages de trucs. Alors, c'est vraiment un travail colossal. Puis le rapport en soi a 550 pages. Donc, vraiment un travail colossal. Et ils ont décidé l'an passé d'approuver le pipeline en mettant 209 conditions. Mais cette décision-là n'était pas exécutoire. Il fallait que ça soit approuvé par le gouvernement. Et le gouvernement avait, je pense, 180 jours pour adopter la décision. Et de fait, à la dernière journée, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il approuvait la décision de la commission conjointe. Et est-ce qu'elle a adopté les 209 recommandations? Oui. Oui, au total. Ouais, en fait, okay. C'est bien simple. Ils ont dit, ça, c'est des experts. Eux autres, ils ont passé le temps à écouter le monde. Ils ont entendu la preuve écrite, ils ont entendu tout le monde et ils ont produit un rapport bien étoffé avec les 209 conditions et nous, le gouvernement, on l'approuve comme ça. On se fie aux experts. Alors, ouais, mais Adrien, c'est ça la décision. Puis évidemment, tu sais, c'est pas des décisions faciles parce que tu as un paquet de groupes de pression qui s'opposent au pipeline, les environnementalistes, les autochtones, il y a même les politiciens, les premiers ministres de la Colombie-Britannique, en fait, ils s'objectent pas, mais ils voudraient essayer d'avoir, de charger, mettons, un péage, si on veut, pour que le gouvernement de la Colombie-Britannique puisse en profiter. Alors, donc, il y avait beaucoup d'enjeux politiques au niveau de l'opposition à ça, puis il y a beaucoup d'enjeux politiques pour le gouvernement comme tel, parce que bon, la Colombie-Britannique, il y a quand même beaucoup d'opposition là, puis c'est un endroit où il y a des députés fédéraux, conservateurs, puis on s'en va en élection, on le sait, dans un an. Donc, il fallait, c'était pas évident là, de l'approuver parce que, dans un sens, ils mettent un peu à risque les sièges des députés fédéraux conservateurs qu'ils ont en Colombie-Britannique. Mais à cet effet-là, justement, le fait qu'ils n'ont pas de consensus en Colombie-Britannique pour passer cet oléoduc-là, est-ce que tu penses pas que le gouvernement Harper, comme certains disent, pourrait se servir de cet événement-là pour utiliser une clause de la Constitution, là, de l'article 92, qui donnerait le pouvoir au fédéral d'agir sur les infrastructures justement reliées à l'énergie et mettre en péril d'autres ententes provinciales. Est-ce que ça, c'est une fausse crainte qui est présentée actuellement? Écoute, je ne sais pas s'ils iraient jusque-là. C'est un peu comme d'utiliser la clause non-obstant. Oui, mais à l'inverse, hein? Ça serait une imposition du fédéral sur des juridictions provinciales, là, ça serait ça. Oui, c'est ça. Donc, ça serait pas très bon pour les relations fédérales-provinciales. Mais dans un sens, on se demande, à un certain point, mettons si on se met dans les souliers d'Enbridge, là, ça fait 10 ans qu'ils essaient d'avancer l'affaire. Et là, ils ont passé à travers toutes les étapes réglementaires prévues par la loi. Et ils se font approuver, et là, ils se font dire encore, ben là, il va falloir que tu négocies encore avec les Autochtones, il va falloir que tu essaies de faire un deal peut-être avec la province, et à un certain moment, ça finit plus. Et, oui, mais c'est des milliards et des milliards de dollars en jeu. Enbridge a les poches assez profondes. Le gouvernement fédéral canadien est très pro-pétrole. Ils peuvent pas non plus, aux yeux du reste du Canada, de ceux qui sont moins enclins à la mise en œuvre de cet oléoduc-là, de tout donner à Enbridge, Adrien. Il faut que, aux yeux du reste des Canadiens, le premier ministre Harper a l'air sérieux dans sa démarche, puis qu'ils entendent toutes les questions, les inquiétudes des Premières Nations, des environnementalistes et des gens de partout au pays. Tu sais, il peut pas... Oui, mais Caroline, c'est ça que la commission d'examen conjoint a fait, là. Ils ont entendu, là, ad nauseam, là, je veux dire, comme je te dis, là, il y a 47 groupes d'Autochtones qui ont participé aux audiences en qualité d'intervenants. Les audiences se sont déplacées dans 9 collectivités des Premières Nations. Tu sais, on les a entendus, là, tu sais, au coton, là, à un certain point, tu sais, tu les as entendus assez, puis il faut que tu prennes une décision. Et là, moi, ce que j'ai aimé dans la décision du gouvernement fédéral, puis en fait, dans la décision de la commission d'examen conjoint, c'est qu'ils ont vraiment... Ce qu'ils ont dit, là, c'est que, écoutez, il y a toujours un risque à développer quoi que ce soit. Et ils l'ont dit, bon, c'est sûr qu'il y a un risque, mais c'est quoi les risques? Alors, d'abord, ils disent que, bon, quand tu vas construire le pipeline, puis quand tu vas l'exploiter, il y a des risques, mais ça peut être
atténué. Et puis, si on surveille le projet comme faut, si on gère le truc comme faut, ben on peut réduire les effets négatifs de l'exploitation puis de la construction du pipeline. Ils ont dit que c'est très improbable qu'il y ait un déversement majeur. Oui, c'est sûr que s'il y a un déversement, là, c'est sûr que ça va avoir au départ des effets environnementaux négatifs importants sur les écosystèmes, mais ils disent que la preuve scientifique est à l'effet que c'est pas des dommages permanents, tu sais, ça finit par se nettoyer. Il y a toutes sortes de oui, mais on peut pas regarder le problème par ce bout-là, tant qu'à moi, Adrien. On peut pas regarder le problème en disant si jamais ça devait arriver. Regarde les désastres qu'il y a eu dans le golfe du Mexique avec cette fameuse plateforme là, le joint qui a cédé, c'était BP. Si ma mémoire me fait pas trop défaut, il y a eu des impacts sérieux. Là. Le tourisme, c'est pas juste les oiseaux puis l'environnement qui en a souffert, c'est le tourisme. Le gouvernement fédéral a dû injecter des milliards et des milliards de dollars. Clairement, des projets comme ceux-là, avec le risque zéro, ça n'existe pas. Mais on peut pas dire devant les Canadiens, s'il devait y arriver un désastre écologique, ne vous en faites pas, la nature va reprendre du mieux, puis ça paraîtra plus dans 10 ou dans 15 ou dans 20 ans. Pendant ce temps-là, les gens qui vivent là, Adrien, vivent avec l'impact d'une telle catastrophe. Oui, c'est exact, là. Ils disent pas qu'il n'y a pas de risque, mais eux autres, ils ont évalué les risques, OK? Alors qu'il y a des gens qui voudraient nous laisser croire que il faut qu'on permette des projets de développement s'il n'y a aucun risque. Et je pense que c'est là la différence. C'est qu'il faut adopter une attitude, une approche raisonnable. Il faut mesurer les risques. Il faut essayer de les minimiser. Mais toute activité humaine de développement comporte un risque environnemental, mais ça comporte aussi, Caroline, des bénéfices, là, des bénéfices réels, mesurables, tangibles, là. Alors, plutôt que de bloquer tout projet de développement, c'est bien plus bénéfique d'exploiter nos ressources naturelles tout en gérant les risques selon les meilleures pratiques puis les meilleures technologies. Et de dire, on va prendre le principe de précaution qui est fondé sur l'idée qu'il est nécessaire de démontrer l'absence de tout doute pour qu'une action, tout doute qu'une action ne puisse causer aucun tort pour être socialement acceptable, ça n'a pas de bon sens, là. Alors, tu sais, c'est vraiment une question de gérer les risques. Je comprends que les gens qui sont à côté du pipeline, c'est énervant, là, mais je pense que ce que Enbridge a démontré, c'est que ils ont adopté les meilleures pratiques, ils vont avoir les meilleures technologies. Ça peut arriver qu'il y ait un accident, il n'y a pas grand chance que ça arrive. S'il y a un accident qui arrive, ça n'aura pas d'effet permanent, mais c'est sûr que sur le coup, les gens qui vont être là vont en souffrir. Mais on n'est pas pour tout bloquer parce que peut-être qu'hypothétiquement, il y aurait possiblement un accident, tu sais. Il n'y a pas de risque zéro, on l'a vu avec Lac Mégantic l'année passée, et puis quand on parle de pétrole sale pour le pétrole albertain, les lobbies environnementaux, c'est un peu loufoque, parce qu'en bout de ligne, le pétrole, c'est le pétrole, là, ça s'arrête là. Mais on voit que au niveau géopolitique, c'est très, très important de trouver le moyen d'exporter ce pétrole-là. C'est une richesse qui est majeure et qui actuellement est enclavée. On peut pas l'envoyer surtout vers l'Asie. On voit les lobbies américains aussi travailler, même en sous-main, à financer des groupes écologistes à cet effet-là. Est-ce que tu penses pas qu'Harper a pas pris justement un angle très, très, très stratégique et intelligent par rapport à la campagne électorale prochaine? Parce que tout ce qu'on parle là, c'est, comme tu le dis, c'est un peu déjà décidé par rapport à l'environnement, le débat est fait. Mais il est en train de se positionner comme un leader au niveau économique dans tout le Canada, avec un Québec et un Ontario qui reçoit de la péréquation, donc il y a avantage à ce qu'on augmente la valve au niveau du pétrole, et à ce moment-là, aller chercher des gains électoraux. Puis après ça, Enbridge, on voit bien que c'est sur plusieurs années, ce projet-là. On verra comment ça débouchera. Mais je pense qu'Harper a pris un avantage stratégique sur ses deux adversaires. Tu penses pas? Ben, je pense que tu as raison dans le sens où, d'un côté, il met peut-être en jeu certains des sièges de ses députés en Colombie-Britannique, mais dans les autres provinces, l'Alberta, pas seulement l'Alberta, je veux dire toutes les autres provinces de l'Ouest, et même l'Ontario, ces gens-là, les gens en Ontario voient très bien les bénéfices de l'exploitation de nos ressources naturelles, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, que ce soit les mines, et d'avoir un premier ministre canadien qui veut développer, puis c'est pas un développement sauvage puis idiot, là, c'est vraiment les 209 conditions sont là, puis il y a beaucoup de conditions auxquelles Enbridge va devoir se plier pour procéder. Il pourrait faire le plein d'électeurs aussi dans les maritimes qui sont à la remorque un peu au niveau fiscal du reste du pays.
pas seulement, oui, ça c'est une chose, mais l'autre chose, c'est qu'il y a d'autres projets de pipeline. Bon, on sait qu'il y a Keystone XL aux États-Unis, mais il y a d'autres projets. Il y a le renversement de la ligne 7B qui se fait entre l'Ontario et le Québec. Et il y a aussi le projet de Énergie Est, qui est un autre projet de pipeline qui partirait de l'Alberta et qui passerait en Ontario, au Québec, Montréal, Saint-Romuald et ensuite de ça les Maritimes. Et le premier ministre et les ministres des Maritimes veulent absolument avoir ce projet-là, poussent très fort pour avoir ce projet-là, parce que ça peut être une source de développement importante pour les Maritimes. Alors là aussi, c'est une façon de dire, nous, on est pour le développement durable, raisonnable, intelligent, où on a géré les risques. Et donc, je pense que c'est sûr que ça va brasser en Colombie-Britannique, mais je pense que ça peut, comme tu dis, Richard, lui rapporter des dividendes dans le reste du pays. Surtout qu'il a un premier ministre au Québec qui semble vouloir relancer en quelque sorte le fameux plan Nord, l'héritage de Jean Charest à la sauce Couillard, donc développement dans le Grand Nord des ressources naturelles du Québec. Voyons voir comment s'entendront le premier ministre Couillard et Harper. Merci de ces précisions, Adrien Pouliot. Merci, Colin. Bonjour, Richard. Au revoir. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Nous, on fait une courte pause du M le Midi en vacances. Se ramène dans